Je propose que nous commencions. Donc, bonjour à ceux qui sont présents en présentiel, comme on dit, suivant la terminologie adoptée depuis quelques années, et ceux qui sont en distanciel, que je remercie beaucoup. Vous êtes venus nombreux pour cette conférence de presse. Donc, nous allons faire une intervention à deux voix avec Madame la rapporteure Laurence Cohen, puisque nous avons évidemment avec tous nos collègues du Sénat été particulièrement en binôme toutes les deux tout au long des auditions et de nos déplacements pour cette commission d'enquête qui a duré 5 mois. Nous voici donc parvenus au terme des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique. Les deux objectifs étaient affichés dans le motif de la commission d'enquête, créée sur l'initiative du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et dont le rapport a été adopté mardi après-midi. 5 mois quasiment jour pour jour se sont écoulés depuis notre première audition qui a eu lieu le 9 février dernier. Au total, nous avons procédé à 54 auditions, entendu 119 personnalités, dont un nombre important de ministres, puisque nous sommes à 8 ministres auditionnés, en fonction ou anciennement en fonction, transmis plus de 70 questionnaires, effectué un bon nombre de déplacements, et je cite immédiatement celui que nous avons fait à Amsterdam, au siège de l'Agence européenne du médicament, avec laquelle nous avons pu engager un dialogue fructueux, ou encore dans un tout autre registre, le contrôle sur pièce et sur place que nous avons mené à Bercy pour recueillir, non sans difficulté, et j'utilise une formule euphémisante, des éléments précis sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche par les entreprises pharmaceutiques. Et je vous dis dès à présent, nous avons fini par avoir les éléments utiles, même si ça a demandé pas mal de travail d'interprétation derrière. Nous avons donc beaucoup travaillé avec Madame Laurence Cohen, ma collègue rapporteure, dans un esprit d'écoute mutuelle, très constructif. Ça, on se fait plaisir, mais c'est la réalité, voire souriant d'ailleurs, un esprit d'écoute souriant. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés au cours de ces mois particulièrement chargés. Je signale d'ailleurs au passage que la difficulté de ce travail a tenu non seulement au caractère particulièrement vaste de la question que nous avions à traiter et qui engage un large spectre de politiques publiques, mais aussi à la coïncidence de notre calendrier avec celui de certains travaux gouvernementaux. Ça ne vous a pas échappé puisque nos auditions ont largement été et régulièrement suivies de communications publiques de la part de l'exécutif, ce qui montre à quel point finalement la commission a été utile depuis son début. Je pense bien sûr à la mission Borne sur la régulation et le financement des produits de santé, installée en janvier dernier et qui rendra ses travaux à la fin du mois. Par ailleurs, pendant toute la durée, nous avons donc en même temps eu des annonces, durant tout le mois de juin notamment, de la part du gouvernement, au moment même où nous bouclions notre rapport, ce qui a quand même amené une petite pression probablement supplémentaire pour travailler plus vite. C'est le cas, par exemple, de la fameuse liste des médicaments essentiels publiée le 13 juin et aussitôt controversée, décriée, suivant les interlocuteurs qui se sont exprimés sur le sujet de cette liste. Je crois pouvoir dire que nos auditions publiques très suivies et la façon dont nous avons fait vivre ce sujet tout au long du premier semestre 2023, au sortir d'un hiver particulièrement rude sur le front des pénuries de médicaments, ont fait office à la fois d'aiguillons et de révélateurs des limites et des ambiguïtés de l'action de l'exécutif et aussi des difficultés particulières, à la fois conjoncturelles et structurelles, et pour un certain nombre depuis plusieurs années qui concernent cette problématique. Nous voici donc au terme de ce travail de 5 mois, dont nous sommes particulièrement heureuses, Laurence Cohen et moi-même, parce que nous sommes heureuses qu'il ait abouti, parce que ça a été un long travail, très mobilisateur, mais aussi parce que nous souhaitions vraiment, après la commission qui avait eu lieu, d'information qui avait lieu à l'été 2018 du Sénat, auquel nous avions participé toutes les deux, nous souhaitions vraiment voir aboutir plus profondément ce sujet. L'objectif visé, la fin des pénuries de médicaments, était susceptible de rassembler toutes nos familles politiques, s'agissant d'un phénomène qui suscite défiance et anxiété chez les patientes et les patients, ainsi que chez les professionnels de santé, et à propos duquel le Sénat a su, dans le passé, se montrer pionnier. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui porte la marque de cet engagement pluraliste. Il me semble que nous avons atteint notre objectif en décloisonnant la réflexion et l'analyse qui sont en ce domaine trop souvent menées en silo
et en donnant une vision d'ensemble de cette chaîne de valeur du médicament ô combien complexe. Que constatons-nous ? Que loin de s'être résorbées, les tensions d'approvisionnement et ruptures de stock se sont multipliées et aggravées, atteignant un niveau inédit en 2022 de plus de 3 700 déclarations de rupture et de risque de rupture. Nous étions à 700 à l'été 2018. Celles-ci touchent désormais toutes les classes thérapeutiques sans exception, tous les territoires français et d'ailleurs de nombreux autres pays. Il y a là un dysfonctionnement réel, profond et grave de l'approvisionnement de nos systèmes sanitaires européens. Ce sont autant de pertes de chances, de renchérissement des traitements, de temps perdu pour nos médecins et pharmaciens déjà fortement mis à l'épreuve par la Covid-19. Dans les cas les plus graves, nous avons révélé la mise en place de contingentements, voire d'interdiction de lancement de nouveaux protocoles de traitement. En termes très concrets, cela signifie que l'accès aux soins n'est plus aujourd'hui une évidence pour les patientes et les patients français en fonction des circonstances et des situations concernant la disponibilité du médicament. Nous avons évidemment analysé en profondeur le large éventail des causes conjoncturelles et structurelles des tensions d'approvisionnement. La production pharmaceutique a été une victime majeure de la délocalisation ayant eu cours ces dernières décennies. La part des médicaments produits sur le territoire français ne dépasse pas un tiers de notre consommation. De premier producteur européen de médicaments, la France est tombée à la 5e place actuellement. Nous savons que la plupart des principes actifs sont produits hors Europe, mais nous avons aussi appris que de nombreuses étapes du circuit du médicament sont sous-traitées à l'étranger. Les chaînes de valeur du médicament sont donc plus vulnérables que jamais, le modèle de la production en flux tendu et la financiarisation du secteur n'y étant pas étrangers. Avec un secteur productif affaibli et une dépense de santé contrainte, la France n'est aujourd'hui plus une puissance pharmaceutique. Au contraire, la capacité de notre pays à négocier ses prix et sécuriser son approvisionnement s'étiole et son poids diminue face à la montée de la demande dans les pays asiatiques notamment, et en tout cas la demande sanitaire mondiale en matière de médicaments a évidemment cru proportionnellement à l'augmentation qualitative des politiques sanitaires. Les laboratoires qui restent implantés en France s'orientent de plus en plus vers l'export, qui représente la moitié de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, non seulement contre seulement 1/5 en 1990. Nous avons aussi mis en évidence la stratégie de lente éviction des médicaments matures. 70% des médicaments touchés par les pénuries ou les tensions, c'est des médicaments anciens dont la rentabilité a diminué au fil des ans. Et je parle ici de médicaments dits d'usage quotidien comme de certains anticancéreux. En dépit de leur obligation d'assurer l'approvisionnement du marché, les laboratoires se désintéressent de ces produits matures au profit des médicaments innovants, dont les prix connaissent une augmentation effrayante. On ne sait quel terme utiliser, mais en tout cas, on est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer pour le coût de ces médicaments. Le comité économique des produits de santé chargé de fixer les prix peut être pris en otage devant la menace d'arrêt de commercialisation de produits, de déremboursement ou de déni d'accès précoce. La conséquence de ces stratégies commerciales des laboratoires, c'est d'abord la hausse de la dépense de santé, mais c'est surtout l'arrêt progressif de l'approvisionnement en médicaments, certes anciens, mais jouant souvent un rôle essentiel dans notre système de santé et un rôle essentiel pour un certain nombre de prises en charge thérapeutiques. Notre commission d'enquête révèle notamment que les industriels français envisagent dans les prochains mois et années d'abandonner la production de près de 700 médicaments, incluant des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. C'est dire si les conséquences sanitaires doivent être anticipées et évaluées avant que tout cela se mette en œuvre, ou en tout cas, à tout le moins, pouvoir trouver des remplacements thérapeutiques qui soient à la hauteur de la qualité de prise en charge actuelle. Je vous remercie et je passe la parole à Madame Laurence Cohen, rapporteure de la commission d'enquête. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, à l'issue de nos travaux, nous avons dégagé 36 recommandations qui visent d'une part à lutter en urgence contre les pénuries lorsqu'elles adviennent et d'autre part à s'attaquer à leurs causes structurelles. L'hiver 2022-2023 est en matière de pénurie extrêmement instructif. La triple épidémie de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, comme la crise qui a frappé les médicaments pédiatriques, n'ont été suffisamment anticipés ni par les industriels qui produisent à flux tendu et fondent à tort leurs prévisions sur les hivers précédents, ni par les pouvoirs publics.
Le rapport insiste sur la communication particulièrement brouillée du ministre de la Santé pendant cette période. Pour mieux préparer les prochaines saisons hivernales, nous invitons le gouvernement à contrôler davantage les anticipations des industriels ainsi que la fiabilité des informations qu'ils diffusent. Surtout, il faut désormais développer des efforts d'anticipation et de cartographie et prioriser les molécules les plus indispensables à la prise en charge des patientes et des patients. La publication le mois dernier d'une liste de médicaments essentiels dressée par des sociétés savantes est une première étape importante, attendue, vous le savez toutes et tous, de longue date. Le gouvernement doit veiller à y mettre de l'ordre. La liste, sitôt publiée, a été vivement critiquée par de nombreuses sociétés savantes, sa méthode d'élaboration étant pointée du doigt pour son opacité. Vous savez que la Haute Autorité de Santé, notamment, n'y a pas été associée. Et la question des liens d'intérêt n'est tout simplement pas traitée. Surtout, il est crucial que la question des nouvelles obligations et du nouveau cadre réglementaire qui sont destinés à être associés à l'exploitation d'un médicament dit essentiel sur le marché français soit rapidement éclaircie, sans quoi cette énième liste n'aura aucun contenu opérationnel. Sur ce point également, la Commission déplore le faux départ du ministre de la Santé qui a enchaîné les déclarations contradictoires ces dernières semaines. Il convient en tout état de cause, et c'est un point central du rapport, de donner enfin toute leur efficacité aux obligations qui incombent aux industriels. Elles ont certes été renforcées, mais elles font aujourd'hui l'objet de contrôles extrêmement insuffisants, qu'il s'agisse de plans de gestion des pénuries ou de l'obligation de constitution de stocks de sécurité. Vous trouverez d'ailleurs dans le rapport une analyse fouillée des plans de gestion des pénuries de plusieurs médicaments essentiels dont le bilan est inquiétant. Les contrôles s'avèrent très lacunaires et n'interviennent que lorsqu'une tension a déjà été signalée. Il faut donc d'urgence combler la totale disproportion entre les missions que l'Agence nationale de sécurité du médicament est censée exercer et les ressources et moyens qui sont alloués. Sans quoi, ces pouvoirs de contrôle et de sanction resteront inopérants. Vous savez, on demande toujours plus et mieux aux agences, mais à moyens constants, voire parfois avec des suppressions de postes. Au chapitre de l'information, sujet essentiel, puisqu'il y va de notre capacité à restaurer la confiance et à apaiser des situations souvent anxiogènes, il nous est apparu que les dispositifs actuels étaient encore très perfectibles. Malgré de réels progrès, assez récents, je dois dire, il existe quasiment autant de plateformes de suivi de la disponibilité des médicaments que de maillons de la chaîne. Les données disponibles manquent d'articulation et d'interopérabilité, mais aussi de fiabilité. Par ailleurs, faute de coordination entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et les agences régionales de santé, les ARS, la gestion des signalements de rupture ne se fait pas à l'échelon local et les données agrégées au niveau national dissimulent de profondes disparités entre les régions. Il faut absolument que l'enjeu de territorialisation fine de la veille sanitaire soit au cœur du prochain contrat d'objectifs et de performance de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Au chapitre de la distribution du médicament ensuite, les auditions ont révélé, là aussi, un certain désordre, une absence de vision d'ensemble, un pilotage aléatoire. La Commission plaide pour donner toute sa portée, notamment en situation de tension, au service public de la répartition, matérialisés par les obligations de service public des grossistes-répartiteurs. Ceux-ci sont en effet les garants de la distribution égale sur l'ensemble du territoire et à l'ensemble des pharmacies, grandes ou petites, de ce bien universel qu'est le médicament. J'insiste sur la notion de bien universel du médicament. Le rapport formule par ailleurs, concernant la fabrication, plusieurs propositions pour établir en urgence la disponibilité de certains médicaments en situation de pénurie. Afin d'exploiter de manière optimale les capacités de production du marché, il propose d'abord de faciliter le redéploiement des stocks européens par l'harmonisation des règles de conditionnement comme d'étiquetage et la réorientation de la production en exigeant des industriels l'identification de capacités alternatives de production des médicaments essentiels en amont des pénuries. Il propose également de favoriser le recours aux préparations hospitalières comme officinales. Enfin, il nous paraît indispensable de renforcer les capacités d'intervention publique en mettant fin au démantèlement des capacités de production de l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP, l'AGEPS. Je rappelle ici
que ces effectifs s'élèvent à 120 personnes et que ce sont 40 à 50 ETP qui sont programmés pour leur suppression. Il faut faire évoluer les réglementations, car ce qui est possible en temps de crise doit l'être à tout moment. C'est l'un des moyens pour que la puissance publique puisse reprendre la main. Je vous invite à regarder dans notre rapport les multiples expériences qui ont eu cours en Europe. Je pense à la Suisse et aux Pays-Bas, mais également dans le monde, l'Égypte, le Brésil, les États-Unis. Le deuxième volet de nos recommandations vise à s'attaquer aux causes structurelles des pénuries. Il faut en effet tout faire pour prévenir purement et simplement l'apparition des pénuries. Le rapport propose ainsi tout d'abord de revoir profondément les modalités de régulation des dépenses de médicaments qui ignorent encore trop aujourd'hui les enjeux d'approvisionnement. Les baisses de prix sur les produits matures, comme la fiscalité du secteur, avec la fameuse clause de sauvegarde, ne doivent pas frapper les médicaments indifféremment de leur place dans l'arsenal thérapeutique. Nous souhaitons qu'ils tiennent mieux compte de l'apport médical et des risques d'approvisionnement et que, lorsque cela s'avère nécessaire, les hausses de prix doivent être facilitées, mais en regardant tous ces éléments, bien évidemment. Concernant la demande des médicaments, nous proposons d'actionner le levier de la commande hospitalière. Il est urgent de placer le critère de la sécurité d'approvisionnement au cœur des pratiques d'achat hospitalier qui, parce qu'ils engagent des volumes considérables, peuvent et doivent être le bras armé d'une reconquête de la souveraineté sanitaire. Il faut donc définitivement préférer la promotion d'un achat sécurisé et souverain au seul critère de l'efficience économique, en promouvant également la qualité environnementale et sociale, puissant levier, quoique indirect, de souveraineté, et en généralisant l'usage des clauses d'implantation européenne sur les sujets critiques. Toujours sur le terrain de la demande, la question des volumes de consommation et de l'encadrement des prescriptions est apparue centrale dans la réflexion du gouvernement sur la régulation des produits de santé. Si la promotion du bon usage est évidemment une nécessité de santé publique, il nous a semblé qu'en matière d'éducation à la santé, il faut préférer la qualité du temps médical disponible et la lutte contre les déserts sanitaires à la culpabilisation des professionnels. Cette petite musique, vous savez, les médecins finalement prescrivent trop, c'est assez facile, c'est culpabilisateur et ça remet en cause la formation des médecins. Donc, avec la présidente, nous appelons à être très vigilants, parce que c'est facile, ça ne coûte pas cher à l'État et ça ne réglera rien. Par ailleurs, on ne pourra lutter efficacement contre les causes profondes des pénuries sans réponse européenne. Nos marchés du médicament sont interconnectés, nos industries aussi. Il est indispensable de coordonner nos efforts plutôt que d'entrer en compétition. Nous formulons donc plusieurs recommandations visant à ancrer une production européenne durable de médicaments, notamment grâce à nos atouts en matière sociale et environnementale. Notre commission dessine un bilan pour le moins mitigé des nombreuses aides à la relocalisation mises en avant dans le plan de relance et le plan France 2030. En réalité, ces aides ont été distribuées avant l'établissement d'une stratégie cohérente de relocalisation. Sur la centaine de projets financés, seuls 18 concernaient une réelle relocalisation et seuls 5 portaient sur un médicament ou principe actif stratégique. De plus, le gouvernement ne peut pas appeler à juste titre à la relocalisation et laisser fermer des unités de production. Je pense notamment à Sanofi, qui en avril dernier a annoncé 135 suppressions de postes d'ici 2025 sur les sites d'Aramon et Sisteron, l'équivalent d'une perte de production de 50 tonnes de principes actifs selon les syndicats. Nous appelons à fixer des conditions plus claires au bénéfice des nombreuses aides publiques en faveur de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, le service rendu des 710 millions d'euros de crédit impôt recherche perçus chaque année par l'industrie pharmaceutique est contesté. C'est-à-dire que l'État donne 710 millions, mais qu'est-ce qui est en retour donné par les industries pharmaceutiques? Nous faisons le constat d'aides publiques dirigées fortement vers l'innovation sans qu'elles ne se traduisent par des engagements à produire en France. Alors que ce CIR est une source d'attractivité incontestable pour l'industrie de la pharmacie, nous avons aussi mis en évidence des techniques d'optimisation du CIR qui nuisent à l'approvisionnement de notre marché en médicaments. Il nous a fallu aller chercher ces informations avec grande difficulté, et c'est un euphémisme, auprès du ministère de l'économie et des finances. Beaucoup d'opiniâtreté
Et merci à toute l'équipe pour les relances multiples et les quelques menaces qu'on a pu aussi infliger pour enfin avoir des informations. Et puis après, il fallait décoder tout ça. Enfin, le rapport se penche sur le pilotage de ces politiques. Il dresse à ce sujet un constat alarmant. Entre agences et directions centrales, les politiques du médicament apparaissent dispersées, sans cohérence d'ensemble et parfois contradictoires. C'est pourquoi nous suggérons la création d'un secrétariat général aux médicaments, placé sous l'autorité de la Première ministre et chargé de coordonner l'action des services comme d'arbitrer entre les différents enjeux sous-jacents. Il pourrait donc piloter la réponse aux pénuries les plus graves et mobiliser au besoin une force publique d'action rapide avec l'aide de la pharmacie centrale, de la PHP, des pharmacies à usage intérieur hospitalière et de Santé publique France. En un mot, il nous a semblé qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion et qu'il fallait donc faire une proposition à ce niveau-là. Au niveau européen, une dynamique a vu le jour à la faveur de la pandémie de Covid-19. Tout en mesurant que la santé n'est qu'une compétence d'appui de l'Union européenne, il faudra la confirmer et la soutenir. À l'occasion de l'examen du paquet pharmaceutique et d'un éventuel Critical Medicine Act, nous appelons à lever les nombreux obstacles qui continuent de faire barrage à une plus grande coordination des efforts au niveau européen. En conclusion, nous pensons que la réponse aux pénuries de médicaments est avant tout une réponse politique et qu'il n'y a pas de fatalité face au choix des industriels du médicament qui remettent en cause l'accès aux soins dans notre pays. Cet ensemble de 36 recommandations constitue un consensus que nous avons pu dégager avec la présidente Sonia de la Provoté entre tous les groupes politiques du Sénat. Et je veux d'ailleurs saluer le travail que nous avons fait. Alors, c'est un peu de l'autosatisfaction, mais un binôme au Sénat, c'est important. Et je pense qu'on a réussi, y compris à faire en sorte que toutes les sensibilités et les familles politiques du Sénat se retrouvent sur ce rapport qui, vous en conviendrez, quand même très critique, avec des propositions qui sont évidemment de nature à modifier la donne. Donc ces 36 recommandations sont un point d'équilibre sur lequel nous pouvons toutes et tous nous retrouver et que j'espère le gouvernement prendra en compte pour arrêter cette spirale infernale des pénuries et rétablir les conditions d'une prise en charge optimale de la santé des Françaises et des Français. Et je voudrais dire que nous allons poursuivre notre travail avec opiniâtreté avec Sonia, puisque nous allons, dès après cette conférence de presse, demander un rendez-vous au ministre de la Santé et au ministre de l'Industrie pour voir avec eux quelles recommandations ils vont pouvoir mettre rapidement en œuvre s'ils les partagent, mais on va essayer de leur prouver tout le bien fondé de nos recommandations pour qu'ils les partagent et qu'ils les mettent en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Donc, je vais vous laisser place aux questions désormais. Donc, voilà, par ordre de demande et d'expression. Et alors, en distanciel, je vais laisser... D'accord. Donc, Madame, je vous présenter et vous présenter votre... Céline Poulinec aux Échos. Je voudrais savoir sur la politique de régulation des prix du médicament. Vous expliquez qu'il faut faciliter des hausses de prix. Au global, est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter la dépense publique sur le médicament? Comment vous voyez les choses évoluer? On va prendre plusieurs questions. 3 questions, une première série de 3 questions. Oui. Oui, bonjour, Raphaël Moreau, agence de presse médicale. 2 petites questions. On a vu, en suivant les auditions, que vous avez eu beaucoup de mal à obtenir certaines informations. Vous avez répété plusieurs fois vouloir des réponses précises à des questions précises. Vous avez pointé le souci de transparence. Une question sur ce sujet-là. Pourquoi y a-t-il, selon vous, un problème de transparence dans le domaine de la santé ? Et comment vous l'expliquez? Voilà. La deuxième question, elle est sur la régulation des prix. Le CEPS a aussi fait l'objet de nombreuses discussions. Est-ce que vous ne pensez pas que le CEPS est aujourd'hui bloqué dans le cadre juridique qui lui est imposé, en prenant en compte principalement la valeur thérapeutique du médicament évaluée par la HAS? Merci. Oui.
Bonjour, Alexandre Fache de l'UMA. Vous avez évoqué rapidement le fait que les industriels projetaient d'abandonner 700 médicaments, dont certains intérêts majeurs. Est-ce que vous pouvez donner des exemples sur ces médicaments intérêts majeurs qui vont être abandonnés dans les années qui viennent ? Oui, puis ça sera là, on va répondre. Allez-y. Oui, bonjour, Louis Guarino pour le bulletin des transports et de la logistique. Une question sur le crédit d'impôt recherche. Vous avez dit que une aide de 710 millions d'euros était octroyée à l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous avez une idée des contreparties qui pourraient être demandées à la filière au regard de la recherche et développement? Et une deuxième petite question qui est plus transversale sur le plan de gestion des pénuries et les stocks de sécurité. Là aussi, quels seraient dans vos recommandations les contrôles qui seraient demandés en termes de pouvoir de sanction? Merci. Donc la régulation, on va essayer de répondre en binôme, comme on a toujours fait. Donc, pour la régulation des prix et les hausses de prix, en réalité, le sujet, c'est d'abord, on met en évidence dans le rapport que l'ONDAM, qui propose une enveloppe dite médicaments dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, et pas forcément estimée à la hauteur des besoins thérapeutiques et des besoins sanitaires. Ça, c'est le premier sujet. Mais avant de traiter cette question, on voit bien qu'il y a une évolution de la dépense en matière de médicaments avec un effet de ciseau majeur, puisqu'il y a une envolée de la prise en charge des médicaments innovants, avec en contrepartie donc cette diminution comptant sur l'effet volume, quelque part, drastique du prix des médicaments matures, avec pour un certain nombre des itérations de baisse de prix pour, par exemple, les inhibiteurs de la pompe, certains inhibiteurs de la pompe à protons, par exemple, utilisés en gastro-entérologie, une baisse à 7 années consécutives. Pour pouvoir, dans l'enveloppe, traiter la question avec, finalement, tout un tas d'éléments de régulation pour essayer d'obliger, au bout du compte, à ce qu'on rentre dans le cadre budgétaire. En réalité, ce cadre budgétaire n'est pas complètement strictement un objectif sanitaire. En témoigne le fait que derrière, une des conséquences, c'est une des conséquences parmi d'autres des pénuries. C'est une des causes parmi d'autres des pénuries. Et donc cette question du PLFSS se pose, et de l'ONDAM très clairement, puisque la population vieillit, que les dépenses de santé manifestement ne vont pas être en diminution. On diagnostique mieux, on traite plus longtemps. Les médicaments innovants, évidemment, doivent arriver aussi à être mis à disposition d'un certain nombre de prises en charge thérapeutiques. En plus, on arrive à une prise en charge presque à la personne et à la maladie de la personne. Donc ça nécessite aussi une plus grande démultiplication de la prise en charge thérapeutique et un ajustement de la prise en charge thérapeutique. Et donc tout ça fait que dans le cadre du CEPS et de la régulation des prix, eh bien, on voit bien qu'on arrive à un moment où la logique n'est plus sanitaire de façon majoritaire. Et donc, c'est vraiment ce sujet qui se pose. Et donc, c'est ce que nous avons souhaité mettre en évidence dans notre rapport, avec un renforcement des moyens du CEPS pour pouvoir discuter, mais aussi un renforcement de la présence sanitaire au sein du CEPS, puisque quand on a regardé la constitution du CEPS, en réalité, eh bien, la part du sanitaire et de ceux qui travaillent au sein de la négociation est, plutôt mince, puisque ce sont plutôt les objectifs budgétaires et financiers qui sont présents au travers de la CNAM, par exemple, et au travers des représentants des différents ministères. Donc voilà, c'est vraiment ce sujet-là qui est important, et donc je te laisse continuer sur la suite. Oui. En complément, donc, effectivement, d'abord, il y a tout ce qu'a développé Sonia sur l'ONDAM. Après, on peut aussi, vous savez, s'interroger sur cette ONDAM d'une manière globale. Effectivement, ici, l'ONDAM est votée par la majorité sénatoriale, mais c'est pas tout le monde. J'ai dit non, la majorité sénatoriale, mais tout le monde ne le vote pas.
Voilà. Et nous ne le votons pas. Celles et ceux qui ne le votent pas, c'est parce que nous le considérons d'une manière globale insuffisant. Alors, effectivement, aussi au niveau des médicaments. Puis, il y a une hypocrisie, c'est-à-dire, c'est les vases communicants. C'est-à-dire qu'en fait, on pompe sur les médicaments, pardonnez-moi l'expression un peu familière, matures, pour aller sur l'enveloppe des médicaments innovants. Donc, vous voyez là, il y a quelque chose qui ne peut pas perdurer. Ensuite, aussi, je pense qu'il faut insister, parce qu'il faut faire attention. Nous, on dit éventuellement une augmentation des prix, mais attention, il y a vraiment beaucoup de conditions à cette augmentation des prix, parce que effectivement, le LEM, c'est ce qu'ils nous ont rabâché à longueur d'audition. Ça serait uniquement par rapport au prix qui est extrêmement bas en France. Il faut démonter cet argument. Pourquoi il faut démonter cet argument? Parce qu'il est faux. Il est faux parce que si c'était la condition, ça serait facile. Et ce qui se passe dans les autres pays, parce qu'en Suisse, les prix sont plus élevés, ou en Allemagne, et il y a les mêmes pénuries. Donc d'abord, les pénuries sont multifactorielles. Et donc c'est pour ça que nous disons qu'effectivement, on peut revisiter un certain nombre de prix de médicaments, mais sous conditions. Et je pense, et là j'attire votre attention, nous ne l'avons pas dit, ni la présidente ni moi-même, mais c'est très fort dans notre rapport, il faut faire une différence entre les grands labos Big Pharma et les PME. On n'est pas dans le même monde, hein. Mais on a bien vu que les revendications des voix de Big Pharma sont assez hallucinantes par rapport aux demandes de hausse de prix. Donc ça, ce sont mes premières remarques. Il faut une grande transparence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence. Le CEPS mène un combat courageux pour essayer d'avoir un contre-pouvoir vis-à-vis des labos quand ils demandent des prix sur tel ou tel médicament. Mais nous ne savons pas comment ça se passe. Nous n'avons aucun élément de transparence au niveau des prix. Et non seulement nous demandons cette transparence, mais comme ça a été souligné, nous demandons aussi qu'on réfléchisse à la composition du CEPS. Il faut faire rentrer d'autres membres dans le CEPS qui sont en lien avec, effectivement, tout ce qui est santé publique, mais pas du côté économique, du côté des soignants, des soignantes, des usagers, etc. C'est une question de démocratie. Vous nous avez demandé les 700 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui seraient abandonnés. En fait, c'est une information que nous ont donnée les industriels eux-mêmes, mais nous n'avons pas eu d'exemple précis sur ces médicaments qui seraient abandonnés. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, j'ai pas parlé des pouvoirs de sanction. Aujourd'hui, l'Agence nationale de sécurité du médicament mène un travail extrêmement important. Mais ils sont très absorbés justement par la gestion des pénuries. Tant c'est un phénomène qui a été exponentielle ces derniers temps. Et ils n'ont pas suffisamment de moyens pour mener les contrôles en termes de fréquence, en termes j'allais dire, de régularité. C'est un peu aléatoire. Et vous avez vu que les sanctions qui sont infligées sont non seulement rares, puisque je crois qu'il n'y en a eu que 3, mais en plus, elles ne sont pas tellement dissuasives. Quand on voit les bénéfices d'un certain nombre de grands labos, c'est pas ça qui va les faire changer de politique. Donc, nous, on dit qu'il faut donner des moyens à l'Agence nationale de sécurité du médicament pour que les contrôles soient plus réguliers et qu'il puisse y avoir donc des sanctions qui soient réellement dissuasives. Et puis, avec aussi une autre proposition, c'est que, parce qu'aujourd'hui, quand un laboratoire est sanctionné, c'est dit, au niveau du site de l'Agence nationale, je vais y arriver, c'est dit par l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais en fait, ça reste 1 mois sur le site. Donc, 1, il faut que vous soyez drôlement averti qu'il y a eu sanction sur le laboratoire, et 2, il faut que vous avez une fenêtre d'1 mois. Donc, nous pensons que c'est trop peu. Et les labos n'aiment pas... cette mesure de dire qu'il faut de la transparence, c'est aussi parce que nous voulons évidemment qu'un patient qui a besoin d'un traitement
Même s'il voit que le labo dont provient son traitement est sanctionné, ce n'est pas ça qui va le faire se détourner du labo, évidemment, puisqu'il en a besoin, c'est un besoin vital. Mais ce n'est pas une bonne pub quand même pour le labo. Et donc c'est important que ça soit sur le site et que ça perdure. Et pour les contreparties, je crois que tu as répondu sur le CIR, sur les contreparties, où il faut... Ouais, de toute façon, nous pensons, là encore, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire, on donne de l'argent. Oui, on donne de l'argent au niveau de la recherche, mais on a bien vu ces dernières années qu'il y a une politique de fermeture de sites, non seulement de production, mais aussi on se sépare des chercheurs. Parce que, en fait, la recherche, c'est long, etc., etc. Et la stratégie des labos, c'est d'acheter les start-up. Et de pouvoir, comme ça, ils se débarrassent, et après, ils produisent les médicaments. Donc, il faut qu'à partir du moment où on donne, ce sont des fonds publics qui alimentent cette recherche, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, si je puis dire, et que le laboratoire n'ait pas la capacité de fermer des sites ou de licencier sans qu'on ne lui demande rien. Il y a besoin de résultats puisqu'il y a eu un investissement des fonds publics. Oui, sur le crédit d'impôt recherche, dire aussi qu'on est beaucoup sur l'innovation thérapeutique, mais l'innovation, ce ne sont pas que des nouveaux médicaments, c'est aussi de nouvelles formes galéniques, et ça fait partie de l'innovation thérapeutique, même si ce n'est pas l'accès sur le marché à des nouveaux principes actifs ou des nouveaux biomédicaments. Et c'est aussi l'innovation en matière de process de fabrication, parce que plus on est vertueux sur le plan environnemental, par exemple avec des nouveaux process de fabrication, on peut aussi considérer qu'on est dans l'innovation. Et très clairement, ces sujets-là doivent être quand même rééquilibrés dans la mesure où ça garantit aussi quelque part une production qui se maintient sur le territoire français ou à tout et dont on a besoin. Un des sujets de l'accompagnement public, c'est que la condition de la destination de la production n'est pas une condition même en cas de crise. C'est-à-dire que ce qui est produit, c'est pas forcément garantir un accès en France. D'ailleurs, c'est ce que le président de la République a précisé dans les aides. Sauf que maintenant, on le précise maintenant, sauf que ça fait longtemps qu'on aide. Et le crédit d'impôt recherche, par exemple, dans l'accompagnement des laboratoires pharmaceutiques, c'est pas un sujet tout à fait récent. Donc, il y a besoin d'avoir un œil objectif, pragmatique sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est un accompagnement substantiel. Les laboratoires eux-mêmes disent que c'est vraiment un facteur d'attractivité de la France, ce crédit d'impôt recherche, et donc la contrepartie, en tout cas dans la situation sanitaire actuelle, des pénuries qui prennent quand même un tournant un peu dramatique pour certains principes actifs et certains médicaments, eh bien ce sujet-là doit être traité, c'est-à-dire on accompagne, on est attractif, certes, mais il y a des conditions derrière, et notamment pouvoir créer les conditions de la production et de la destination d'une partie de la production, y compris, ou j'allais dire surtout, mais pas que, en cas de crise et de dépendance sanitaire aiguë. Et en fait, on a un peu l'esprit d'escalier, et puis on a beaucoup travaillé sur le rapport, mais c'est toujours sur le CIR, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des recherches qui sont menées et qu'il y a donc des découvertes, il faut aussi qu'il y ait une garantie d'approvisionnement de la France. Il y a un certain nombre de conditionnalités comme celle-ci. Alors, je vous ai dit qu'on n'avait pas la liste des 700, mais en fait, vous pouvez vous référer page 106 et 107, non, 106 exclusivement, où vous allez voir les produits qui ont déjà été abandonnés. Donc, c'est important aussi dans notre rapport. On ne peut pas vous donner la liste de ceux qui vont être abandonnés, puisqu'on n'a pas les noms, on n'a que le chiffrage, mais vous avez page 106, ceux qui ont été abandonnés. Donc j'ai une question en distanciel de Rosane Le Saint à Mediapart. Oui, bonjour, Rosane Le Saint à Mediapart. Je voulais vous demander comment vous vous positionnez concernant la proposition de création d'un pôle public du médicament qui est différente d'un recours supplémentaire à la pharmacie centrale de la PHP que vous mentionnez. Et puis en complément, je voulais en savoir un petit peu plus sur les difficultés que vous avez rencontrées à obtenir des informations de la part
de Bercy concernant l'utilisation du CIR et puis des aides à la relocalisation. Merci. Ok, une autre question? Non? Vous êtes, excusez-moi. Prenez le micro, s'il vous plaît. Hop, Voilà. c'est parfait. J'aurais aimé que vous reveniez 2 minutes sur l'établissement de la liste des médicaments. Ce qui existait en matière de MITM, je vois que c'est les industriels eux-mêmes qui définissaient la catégorie MITM, mais je vois aussi que tous les MITM devaient faire l'objet d'un stock de 2 mois. Il me semblait que c'était une proportion plus restreinte que ça, puisque les MITM représentent plusieurs centaines, voire milliers de médicaments. Donc, voilà, j'aurais aimé avoir un point là-dessus, sachant qu'effectivement, ça pose aujourd'hui problème avec la liste des médicaments essentiels qui a été publiée par le ministère. Tu réponds? Donc, alors, sur le pôle public du médicament, je pense que... Merci de poser cette question parce que ça ne vous a pas échappé. C'est un vrai sujet et mon groupe, en 2020, le 9 décembre, a déposé une proposition de loi qui a été examinée au Sénat et qui a proposé un pôle public du médicament et des dispositifs médicaux. Malheureusement, ça c'est moi qui parle, en tant que voilà, personnellement, je trouve que c'est dommage que cette proposition de loi n'ait pas été adoptée à l'époque. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il me semble qu'il y a quand même des petits bougés entre le moment où cette proposition de loi passe au Sénat et donc il y a ce vote, et aujourd'hui, vous avez quand même entendu la tonalité et vous allez lire le rapport, vous allez voir que les choses ont évolué. Le rapport a été voté, il n'y a aucune voix contre, et on a insisté sur le fait parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une faillite de la politique du médicament. À partir du moment où on voit toutes ces pénuries, où on voit une envolée gigantesque de prix des traitements innovants, où on a le sentiment qu'il n'y a pas de contre-pouvoir face à cette conception du marché. C'est-à-dire, effectivement, le médicament, dans notre société, est considéré comme une marchandise. Et nous disons non. Et nous, quand je dis nous, heureusement, ce n'est pas seulement la présidente et moi, c'est bien au-delà. Nous disons le médicament doit être retiré de cette conception marchande, c'est un bien universel. Et à partir du moment où on considère que c'est un bien universel, un bien commun de l'humanité, on doit en tirer des conséquences. Et on doit donner des pouvoirs à la puissance publique pour pouvoir produire et distribuer des médicaments. Or, si vous voulez, on a vu tout au cours de nos auditions que l'AGEPS, qui avait des possibilités, il y a quelques années encore, de produire des médicaments pour notamment la PHP, petit à petit, on l'a désarmée. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas la possibilité de quelque part de pouvoir faire face, mais en plus, cette agence, cette pharmacie centrale a eu des moyens qui ont été amoindris. Donc nous disons, il faut cesser ça. D'autant que, si vous voulez, là encore, il faut tirer des enseignements de la Covid. Tirer des enseignements de la Covid, on a vu que du coup, on a donné notamment à la GEPS des possibilités, c'est grâce à la GEPS et avec ses partenaires, de pouvoir produire du curare qui était manquant et qui était essentiel par rapport aux patients. Et là, on ne s'est pas embarrassé de savoir est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent pas, est-ce que les règlements le permettent ou pas. C'était urgence. C'est pareil pour les préparations.
hospitalières ou les préparations d'officines, etc. Donc nous disons, puisque c'est possible en cas d'urgence et puisque tout le monde considère que c'est positif, eh ben, donnons-nous les moyens, par rapport à une liste restreinte d'une 50aine de médicaments, eh bien, de pouvoir donner à la GEPS la possibilité de faire cette production. Et donc, y compris, petit à petit, de se développer et de voir comment c'est possible avec des comment ça s'appelle, des sous-traitants, avec etc. Tout un réseau, mais qui se passe sous contrôle public. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est là où nous en sommes au niveau de notre rapport. Moi, je pense que c'est un petit pas qui a été franchi, ou petite fenêtre qui s'est ouverte. Maintenant, il faut voir comment le gouvernement peut s'en emparer, veut s'en emparer ou pas. Voilà. Sur les stocks, vous savez, il y a la plupart donc des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sont sur le statut de 2 mois, et il y en a quelques-uns qui sont sur 4 mois. Ce qu'il faut savoir, et nous le soulignons également dans notre rapport, c'est que nous avions souhaité au niveau du Sénat, il y a eu un vote d'ailleurs, où nous avions demandé que les stocks soient à 4 mois. Malheureusement, alors que ça avait été voté, malheureusement, ça n'a pas été conservé. De MITM au final, parce qu'on s'y perd en fait. Il y en a 6 000. 6 000. Donc, il y a Oui, 6 en 000... fait, on s'y perd parce que justement, c'est cette question de l'ambiguïté, de la diversité des listes entre les fameux MITM, les nouveaux M6, les médicaments dits essentiels à risque critique, c'est-à-dire à risque de pénurie important. Enfin, on se retrouve avec des listes constituées dans tous les sens. Et en réalité, l'important, c'est d'avoir sur quelle liste on assoit une réaction sous pilotage public en cas de besoin, parce que la pénurie met en danger la sécurité sanitaire. Parce que c'est ça le sujet, enfin la sécurité sanitaire, c'est-à-dire que la carence du médicament en question a un impact sanitaire qui est une réelle perte de chance. Et donc le sujet, il est vraiment là. Et donc on ne cherche pas à avoir 15 listes. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde se mette d'accord. Et d'ailleurs, c'est le travail de l'Agence européenne du médicament. C'est pour ça qu'on s'y est déplacé, puisque c'est là que à l'EMA, une des missions en matière de pénurie, c'est de constituer cette fameuse liste. Donc de toute façon, la question européenne, elle va se poser sur ce sujet, parce qu'on va évidemment, chaque pays, dans le cadre de la subsidiarité des politiques publiques en matière sanitaire, va avoir sa propre liste, mais sans être complètement, j'allais dire, délirant ou rêveur, il va bien y avoir des points de convergence entre tous les pays sur les listes. Et il faudra bien évidemment se mettre d'accord aussi pour utiliser le levier supplémentaire qui est le levier européen, puisque évidemment l'effet volume de la consommation de médicaments est un élément d'arbitrage important de la part des laboratoires pour produire et pour distribuer. Donc il est important de jouer aux deux échelles. Mais cette fameuse liste, elle est importante parce que c'est pas parce qu'on a une pénurie récurrente qu'on est forcément en difficulté pour pouvoir accéder aux médicaments. Des fois, c'est pour plein de raisons. C'est parce qu'on n'a pas assez finalement de laboratoires qui produisent ce médicament qui interviennent sur le marché français, etc., etc. Il y a la question du prix qui intervient. Mais clairement, on a besoin de vraiment identifier ces médicaments qui mettent en difficulté sur le plan sanitaire le pays. Je voudrais ajouter un truc sur quelque chose qui nous a semblé assez important et qu'on souligne dans le rapport, c'est que l'estimation du coût en euros sonnants et trébuchants, mais du coût sanitaire aussi de la pénurie des médicaments n'est pas produit. C'est-à-dire que ce coût-là, on ne le connaît pas.
Or, ce coût-là, eh bien, il a un impact sur l'ONDAM, sur le PLFSS, sur la dépense médicaments, que c'est une question qu'on a posée de façon récurrente aux instances sanitaires et en charge du sujet, et on n'a pas eu de réponse. Et quant au coût sanitaire, il a aussi un coût en matière budgétaire, évidemment, parce que le renoncement au traitement, le remplacement par un médicament équivalent, mais pour lesquels on n'a pas forcément toujours la même réaction. On parle de phénomène allergique, on parle de moins bonne prise en charge. C'est pour ce qu'on appelle les traitements chroniques, c'est-à-dire on a son même médicament et puis du jour au lendemain, il est remplacé par un autre qui est équivalent, mais qui n'a pas forcément la même pharmacocinétique parce que ce ne sont pas les mêmes excipients, etc. Enfin, voilà. Donc ce sujet-là, c'est un sujet important parce que ça peut être un risque évidemment de déstabilisation de la prise en charge thérapeutique sur des maladies chroniques. Donc il y a le renoncement, il y a le retard aussi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patients qui attendent 15 jours, voire plus, pour certains traitements, notamment des anticancérés, pour avoir accès au traitement. Et donc et puis le coût sanitaire, c'est aussi c'est tout le temps passé au niveau des pharmacies, au niveau des médecins, de la prise en charge médicale, pour régler cette question des pénuries, qui est une question non négligeable. Et sur le coût réel, on sait que quand il y a un contingentement, et puis oui, sur le coût sanitaire, il y a les contingentements, parce qu'on parle des pénuries, mais enfin, un contingentement, c'est quoi dans les faits? C'est 100 personnes malades, le médicament disponible pour 50, ça veut dire que pour 50, c'est une pénurie. C'est ça, la réalité du contingentement. C'est un peu trivial, mais c'est ça. Ça veut dire que quand même, ce sont des pénuries partielles. Contingentement, c'est le terme un peu qui est utilisé légalement. Ça fait moins peur, mais enfin, c'est une pénurie partielle, le contingentement. Donc ça aussi, ça a un coût sanitaire réel. Et quant au coût budgétaire, souvent, le médicament de remplacement est plus cher. C'est assez régulier. On sait que quand il y a une pénurie hospitalière, on renégocie avec un autre laboratoire. Souvent, le coût est plus important. Et donc, il y a tout un tas de sujets aussi du point de vue de la dépense en matière de médicaments. Tout ça devrait être évalué, estimé, me semble-t-il, puisque c'est un outil de pilotage budgétaire aussi de la dépense publique en matière sanitaire. Justement, il y a une de nos recommandations c'est la proposition numéro 4 où nous disons rendre publique la liste des MITM et permettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament d'y inclure ou d'en exclure des spécialités. Ça, c'est aussi important, c'est une précision. Et je voulais dire que les aides à la relocalisation, ça n'est pas Bercy qui les fait, mais c'est la DGE. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, pour répondre sur la question des difficultés d'accès à l'information à Bercy, tu compléteras sur crédit d'impôt recherche. Il y a eu un courrier. Bon, on va pas raconter les histoires de chasse, mais il s'est perdu. Bon, on a donc relancé. On a eu un rendez-vous. Voilà. Pas très tôt, mais on en a eu un quand même. Et quand on est arrivé, il n'y avait pas de pièces. Il y avait des gens, mais pas de pièces dans la pièce. Et donc, on a eu finalement une liasse, oui, on peut dire ça, une liasse, qui nous est parvenue, je sais pas, plus tard. Pas dans les délais sur lesquels on nous avait dit qu'ils arriveraient, et donc une liasse issue de Bercy sans avoir le décodeur, c'est pas toujours un truc super simple à gérer, mais évidemment le Sénat étant plein de ressources et tout le monde étant plein de compétences, on a réussi à l'utiliser, mais ça signifie quand même qu'on a un petit sujet de transparence, parce qu'il devrait être possible tous les ans de faire le bilan du crédit d'impôt recherche, secteur d'industrie par secteur d'industrie, et notamment l'industrie pharmaceutique, qui est quand même le deuxième en matière d'accompagnement, le second pour cette industrie-là, devrait faire l'objet d'un bilan à tout le monde. Enfin, je pense que ce bilan-là simple
Pourquoi, quel type de thérapie, quel type d'accompagnement, enfin, et tous ces sujets-là, la somme, ne serait-ce que la somme, enfin, c'est en fonction de la typologie d'entreprise, etc. C'est un sujet que, enfin, je pense que le crédit d'impôt recherche, parce qu'il est un facteur d'attractivité, doit justement être particulièrement suivi, parce qu'on peut même le rendre plus efficace encore, puisque c'est un facteur d'attractivité. Et donc, c'est pas forcément pour le brider, mais pour lui rendre plus d'efficacité en matière de politique sanitaire. Et puis, ce que je voulais... On va y arriver, on a des petits papiers, c'est génial. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ça a été quand même très troublant quand on vous dit qu'il y a un espèce de travail en silo. C'est quand on arrive à Bercy, on avait l'impression que les questions que nous posions ne rentraient pas dans les cases des tableaux Excel. Et c'était à se dire que, bon, alors finalement, si on veut avoir immédiatement une information, à un moment donné où on est en 2023, où l'informatique c'est génial, on peut quand même croiser des tas de données, ben là, visiblement, c'était extrêmement compliqué. Alors, bon, ils nous ont demandé un délai, on leur a donné le délai, ils ont dépassé le délai, et pour arriver à savoir que c'était 710 millions qui étaient donnés, il a fallu quand même... comment voulez-vous établir une décision politique et des décisions fortes quand vous mettez autant de temps à recueillir les informations, même si on peut admettre que peut-être qu'au niveau du gouvernement, ça va plus vite. En tout cas, j'ose espérer. Mais là, ça va l'air très compliqué. Et il faut savoir aussi que, outre ce qu'a dit Sonia... la présidente, c'est que le CIR, donc 710 millions qui sont distribués comme ça, sans vraiment de bilan, et l'industrie pharmaceutique, donc très bien placée, Sanofi étant en premier. J'attire quand même votre attention par rapport à toutes les annonces qu'on entend de fermeture, etc. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et l'autre chose, c'est, parce que ça me paraît important, très rapidement, c'est sur les effets que peuvent avoir les pénuries sur les patientes et les patients. Et notamment, je veux attirer votre attention sur les traitements de substitution. Parce que, bon, quand on n'est pas... dans le monde médical, on peut se dire, bon, bah après, il y a certains traitements où il n'y a pas de substitution, donc ça, voilà, je ne vais pas aborder. Mais il y a des traitements où, effectivement, on peut trouver d'autres traitements de substitution. Et là, moi, j'ai été très attentive à cet élément parce que ça n'est pas si évident que ça. Parce que ça n'est pas si évident que ça, parce que les effets secondaires ne sont pas les mêmes, et parce qu'il est extrêmement compliqué d'équilibrer les traitements. C'est-à-dire que quand on donne un nouveau traitement, eh bien, c'est pas mathématique et voilà, on le donne et puis c'est bon. Il faut trouver un équilibrage qui fait que ça prend du temps et les patients peuvent être en difficulté, en souffrance. Ça, je voulais insister et je voulais attirer votre attention parce que je pense notamment aux patients qui souffrent d'épilepsie. Et là, c'est extrêmement compliqué. Oui, puis pour compléter, la pilule abortive, par exemple, on n'a pas d'alternative pour la pilule abortive. Les antiépileptiques, tu as tout à fait raison. On sait à quel point c'est compliqué de régler un accompagnement thérapeutique chronique en matière d'épilepsie. Et tout élément perturbant cette prise en charge thérapeutique est un élément de déstabilisation et peut être un facteur de risque de retour des crises, et on l'a bien vu. Et puis aussi, il y a la question de la forme galénique, c'est-à-dire que les corticoïdes en gouttes qui font défaut tous les hivers au moment de l'épidémie de bronchiolite, alors que l'épidémie de bronchiolite touche les nourrissons et que évidemment ils ne peuvent pas prendre les corticoïdes autrement que sous une forme liquide,
c'est quand même un sujet. C'est-à-dire qu'on a aussi la disponibilité du médicament, mais la forme galénique est aussi un élément important. C'est-à-dire que la question de la pénurie, c'est tous ces sujets-là qu'il faut traiter. C'est pas que, en fait, ce qui, depuis plusieurs années, avait été l'espèce de sujet comme ça nous permettait de repousser ça un peu aux portes de nos frontières, quelque part, la question de la dépendance à l'Inde et la Chine en matière de principes actifs. C'est une réalité, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de sujets derrière, et notamment en matière de corticoïdes. L'usine EuroAPI nous a bien confirmé, puisqu'on s'est déplacé, que les corticoïdes, les principes actifs, étaient fabriqués en France pour un grand nombre, que ça faisait partie de leur production et qu'ils n'étaient pas au maximum de la production qu'ils pouvaient proposer. Donc c'est bien toute la chaîne qu'il faut regarder derrière et arrêter de dire systématiquement que c'est uniquement la question des principes actifs. Il y a une logique de mise en disponibilité du médicament sur le territoire qui, en fait, dépend de chaque élément de la chaîne de valeur du médicament. Il y a deux questions. En visio, donc Madame Mélanie Mazière pour le quotidien du pharmacien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, merci, bonjour. Oui, je voulais revenir sur la problématique du désarmement de l'AGEPS que vous avez déjà évoqué. Vous l'avez mis en évidence lors de l'audition, la dernière audition du ministre de la Santé, qui semblait un peu découvrir le sujet et qui avait dit qu'il reviendrait vers vous pour répondre à vos questions. Je voudrais savoir si ça a été le cas, s'il est bien revenu vers vous, et si oui, quelles sont les réponses qu'il vous a données. Merci. Et puis la tribune de l'assurance. Oui, je voudrais revenir sur les relocalisations. Vous avez dit qu'en effet, 18 projets de relocalisation ont été activés, dont 5 seulement relatifs à des principes actifs stratégiques. 3 ans après la pandémie, quel est vous êtes critique par rapport à cette stratégie de relocalisation, mais est-ce que vous avez réussi à identifier les raisons pour lesquelles la stratégie de relocalisation sur la filière pharmaceutique est quand même très, très limitée? Alors, c'est sur le ministre qui était étonné, qui semblait découvrir effectivement ces suppressions programmées à l'AGEPS. Il devait revenir vers nous, il n'est pas revenu vers nous. Donc là, ma réponse est rapide. Mais par contre, effectivement, comme je l'ai dit au début de mon propos, nous allons demander une rencontre, et évidemment, à ce propos, nous allons réitérer notre questionnement. Ensuite, c'était sur... voilà. Moi, je ne sais pas si vous avez devant vous, vous avez le rapport, vous avez aussi l'essentiel. Et à l'essentiel, je suis désolée, vous avez page 10. Et page 10, là, on voit très bien tout ce qui concerne les relocalisations grâce à des aides qui sont ciblées, etc. Et je pense que là, on a vraiment les différentes étapes et le fait qu'il y a une nécessité vraiment de suivi, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a, je dirais, une prise de conscience, il semblerait qu'il y ait une prise de conscience du gouvernement disant il faut une relocalisation. Mais nous avons vu que les annonces ne sont pas suffisantes et qu'y compris quand on parle de relocalisation, il faut bien réfléchir aux relocalisations, c'est au niveau de toutes les étapes. C'est-à-dire du début du principe actif jusqu'à la production du médicament, de la petite gélule, ou etc. Or, parfois, et souvent même, je dirais, eh bien, quand il y a relocalisation, ça ne va pas être du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Donc, il faut y être extrêmement attentif. On n'a pas la prétention, ni l'idée, ça serait complètement absurde de dire il faut tout relocaliser en France.
C'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons parlé, notamment dans notre rapport, et nous l'avons dit dans nos propos introductifs, qu'il faut une coopération plus grande au niveau de l'Europe. C'est quand même différent, si vous voulez. La difficulté, c'est qu'on vous a dit que 80% des principes actifs aujourd'hui se retrouvaient en Chine ou en Asie, etc. Enfin, donc ou en Inde. Donc, bon, c'est vrai que là, ça pose problème. Donc, il faut faire en sorte que ça puisse se trouver en France et que ça puisse se trouver aussi au niveau de l'Europe. Avec, et je le souligne encore, une prise en compte de ce que ça veut dire. Parce que quand, depuis 30 ans, les entreprises délocalisent, elles délocalisent pour une plus grande rentabilité. Parce qu'elles vont se retrouver dans des pays avec des exigences sociales et environnementales qui sont moindres. Si on demande à ces entreprises de revenir, il faut prendre en compte le fait qu'elles vont respecter des normes environnementales et sociales plus exigeantes. Et donc, il faut aussi prendre en compte ces éléments-là dans la fixation après du prix. Et puis, il faut aussi interroger l'ensemble de la société sur la place de l'industrie chimique. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut relocaliser, tout le monde dit oui, il faut relocaliser, on a besoin des médicaments à juste titre, etc. Mais comme l'industrie chimique est particulièrement polluante, tout le monde dit d'accord, mais pas chez nous. Donc là, il faut se mettre. On est sur du Seveso plus. Et à partir de cette prise de conscience, il faut qu'il y ait effectivement un travail qui soit fait d'information et aussi de prise en compte de l'évolution des techniques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités qui sont beaucoup plus importantes qu'il y a 30 ans par rapport à l'eau, par rapport à l'air, etc. Mais ça nécessite des investissements effectivement importants de la part des industriels. Voilà. Et la PHP a fait 2 offres de services 2022 et 2023 pour façonner à nouveau. C'est une information, je ne sais plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, l'industrie chimique est classée en France Seveso seuil haut. Donc évidemment, avec tout ce que ça comporte, d'angoisse pour les communes. Donc c'est un des sujets, bien évidemment. En matière de relocalisation, il y a aussi un sujet, c'est-à-dire que la relocalisation, c'est assurer la production d'un médicament dit essentiel ou en tout cas dans une situation critique importante pour des raisons de monopole et de fragilité de fabrication à l'extérieur de nos frontières, y compris des frontières européennes. Et donc, on est vraiment sur des médicaments plutôt matures. C'est aussi se poser la question des pénuries de demain, c'est-à-dire sur des médicaments innovants, mais dont on sait dès à présent qu'ils vont faire partie de la prise en charge thérapeutique, j'allais dire classique, et qui seront finalement les médicaments matures de demain. Mais de demain assez vite, parce que dans 10 ans, un certain nombre de thérapies dites très innovantes maintenant vont rapidement rentrer dans des process qui vont être de prise en charge classique d'un certain nombre de traitements. Donc ça s'anticipe. Pour le coup, là, on a le temps. C'est-à-dire que la question du temps de construction des usines et de la mise en place du process industriel, ce temps-là, on l'a. Donc il faut le faire. C'est-à-dire ça s'anticipe. Et puis, c'est aussi la production c'est la question de tout ce qui est thérapie très innovante. Et là, on est vraiment dans l'innovation pure. On n'est pas au stade... on est parfois qu'au stade de la recherche fondamentale, on est parfois déjà dans la brique au-dessus et au stade de la recherche appliquée. Et donc ça aussi, ça doit s'accompagner. Et donc en fait, dans l'accompagnement du médicament, l'accompagnement public, financier du médicament, il y a ces 3 sujets qui doivent être regardés et d'égale importance. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un médicament est mature qu'il est daté sur le plan thérapeutique. Voilà. Et donc c'est vraiment ça le sujet, et on ne saurait s'exonérer de se poser la question de qu'est-ce qu'on doit maintenir. Et puis pour la question de la difficulté finalement liée à la fois à l'industrie chimique ou alors au risque inhérent à toutes ces questions-là, je veux dire l'innovation c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que l'innovation dans le process de fabrication, c'est quand même un élément de sécurisation au sens primum du terme de la fabrication
du médicament, c'est-à-dire sécurisation sur le plan environnemental et vis-à-vis du risque Céveso. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Zélia Chaffin du Monde. Simplement, vous avez dit que vous avez demandé un rendez-vous au ministère, au ministre de la Santé, au ministre de l'Industrie. Vous faites beaucoup de recommandations, un constat critique. Parmi toutes ces recommandations, lesquelles vous avez envie de porter, lesquelles sont les plus urgentes à mettre en place, s'il y en avait quelques-unes vraiment à retenir principalement? Ma question recoupe celle de ma consoeur, parce que je voulais vous demander qu'est-ce qui pourrait être repris dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et vous disiez en tout début d'intervention que la communication du ministre de la Santé a été particulièrement brouillée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là, s'il vous plaît ? Si vous voulez, je vais commencer par votre question. Ça a été particulièrement brouillé parce qu'il y a eu des informations contradictoires. C'est-à-dire que, en fait, on voit bien qu'on a eu le sentiment quand même qu'on est plus justement dans des éléments de com, sans prendre le temps d'avoir une véritable information, on va dire, aux patientes et aux patients. On a eu le sentiment, y compris d'ailleurs, nous l'avons souligné durant notre commission, qu'il y avait un peu une course contre la montre. C'est-à-dire que vous avez certainement, ça ne vous a pas échappé, que pendant pratiquement tout le temps de la commission d'enquête, il y a eu des annonces du ministère. On avait l'impression qu'il nous courait après. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était un peu ça. On parlait de la nécessité de restreindre, de faire une liste restreinte, etc. Pof, il y avait une annonce 2 jours après. Enfin, ça a été pratiquement de manière presque constante la stratégie gouvernementale. Alors que nous, il nous semblait que dans une situation où vraiment, écoutez, là, on est plusieurs réunis en tout cas, nous avons chacune, un exemple ou de d'un membre de notre famille, ou de nous-mêmes, ou d'un voisin qui souffre d'une difficulté pour pouvoir trouver le traitement qui lui est nécessaire. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement tendue, d'urgence. À partir de là, je pense qu'il faut au contraire qu'on coordonne nos efforts et qu'on travaille ensemble, et pas en rivalité à celui qui va sortir le premier. Or, on a un peu ce sentiment-là. Et effectivement, votre consoeur de Libération l'a dit, au niveau de la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, alors là, il y a eu tout et son contraire. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ça n'est pas vraiment de nature à apaiser les angoisses justifiées des patientes et des patients. C'est en cela que l'on parle d'une information brouillée. Et puis, vous savez, pour trouver les informations réelles, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, moi, j'insiste à nouveau sur la pilule abortive. Par exemple, le ministre de la Santé dit il n'y a pas de pénurie. Bon. Nous sommes alertés par des associations, notamment par le planning familial, mais pas que, qui nous dit on ne peut pas, les femmes ne peuvent pas avoir un accès à cette pilule abortive dans plusieurs régions. Sauf que, et c'est pour ça qu'on insiste dans notre rapport sur la notion de proximité, c'est-à-dire, et le lien qu'il doit y avoir entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et les ARS pour être au plus près du terrain. Parce qu'on peut dire au plan national, il n'y a pas spécialement de pénurie, bon, mais dans telle ou telle région, il peut y avoir absence de cette pilule. Et la personne ne va pas pouvoir, quand vous avez décidé de faire une interruption volontaire de grossesse, vous n'allez pas dire, bon voilà, je suis à Paris, mais je sais par exemple qu'à Strasbourg ou qu'à Nice, elle est disponible. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ce que nous en avons vu, nous avons auditionné l'entreprise dont j'ai oublié le nom, qui fabriquait ces pilules, voilà, Nordic Pharm.
C'est intéressant que j'ai oublié le nom, c'est marrant. Enfin bon. Donc, quand on les a auditionnés, je vous invite à regarder leur audition, parce que de toute façon, tout reste sur le site, et il y a même un compte-rendu, et vous verrez qu'il n'y a aucun problème. Donc, vous avez l'entreprise qui dit il n'y a aucun problème, et vous avez les femmes qui nous alertent en disant mais nous, on n'a pas accès à cette pilule. Donc voilà ce que et le ministère qui dit non mais il n'y a pas, tout va bien. Ou alors qui dit vous inquiétez pas, comme il l'a dit d'ailleurs pour les antibiotiques, dans 15 jours ça ira mieux. Et puis on s'aperçoit que dans 15 jours ça va pas mieux. Donc ça ne crée pas des liens de confiance. Donc ça c'est ce que je voulais souligner. La deuxième chose, la deuxième question, quelles sont les mesures sur les 36 mesures qui nous apparaissent, enfin là ça va être très personnel en réalité, parce qu'elles sont toutes très importantes en ce sens où vraiment elles prennent en compte la chaîne du médicament, du début jusqu'à la fin. Donc elles ont toute une logique, elles sont toutes extrêmement importantes. Ceci dit, moi ce que je trouve qu'il faudrait certainement, en tout cas, mettre en avant et s'y atteler très vite, c'est la conditionnalité des aides publiques. Ça, je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. On ne peut pas donner des aides publiques sans avoir de bilan, et de bilan dans la transparence, et conditionner les aides publiques aux services rendus. Les industries pharmaceutiques doivent être traitées comme tout à chacun. Donc, à partir du moment où il y a des fonds publics, il doit y avoir un service rendu. Donc, conditionnalité. Renforcement des moyens qui sont alloués pour qu'il y ait des contrôles, pour que les plans de gestion de pénurie soient de bon niveau, parce que nous avons pu constater, puisque les PGP nous sont parvenus, que c'est extrêmement inégal, que c'est pour certains très mal renseigné, et que finalement on s'en contente. Donc il faut avoir une exigence là aussi, à partir du moment où on se dote de dispositifs qui peuvent être performants et qui sont importants, il faut qu'il y ait un contrôle et qu'on demande à ce que la copie, elle soit revue dans l'intérêt, évidemment, de satisfaire les besoins en matière de santé des patientes et des patients. Donc, conditionnalité des aides, contrôle renforcé, et puis je pense qu'il faut mettre en œuvre rapidement le fait qu'il y ait une maîtrise et une fabrication publique d'un certain nombre de médicaments sous la houlette, j'allais dire, de la GEPS, avec des moyens qui lui soient restitués, et la possibilité effectivement de revoir les réglementations qui l'empêchent d'avoir un certain nombre d'initiatives hors période de crise, et enfin qu'il y ait une autre organisation au niveau du médicament qui permette de faire en sorte qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est-à-dire là, vous avez une multiplicité des agences. Elles font toutes un travail remarquable, mais à un moment donné, moi j'insiste et je suis convaincue, la décision, elle doit être prise politiquement. Le pilote doit être politique et c'est lui qui doit décider. Comme visiblement, là, ça ne se fait pas, donc c'est pour ça que nous avons parlé d'un secrétariat. Et enfin, toute dernière chose quand même, c'est sur les prix des médicaments. Je pense que là aussi, il faut revoir les choses et qu'en tout cas, il faut une grande transparence et il faut que la composition du CEPS soit revue, soit avec un renforcement des acteurs et des actrices du monde médical, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les usagers ou que ce soit... non, ça y est, je crois que j'ai fait le tour. C'est bon, voilà. Oui, sur la communication dans le rapport et dans l'essentiel, page 8, on explique par exemple la question de la communication itérative sur la disponibilité en matière d'amoxicilline et de paracétamol, enfin surtout l'amoxicilline d'ailleurs.
Donc on a bien vu qu'évidemment, ça ne se fait pas au doigt mouillé, on ne décrète pas que ça va revenir en France comme ça, quoi. Et c'est d'ailleurs une part de la réponse à la question qui nous a été faite, c'est-à-dire que le rapport est épais, les propositions nombreuses, parce qu'en réalité, à trop vouloir traiter une question en disant celle-là est prioritaire sur les autres, finalement, on n'a pas traité grand-chose ces dernières années. Et donc c'est quand même un sujet, c'est-à-dire que c'est complexe, oui, assumons le fait que ce soit complexe, la chaîne de valeur du médicament, que ce soit multifactoriel. Assumons aussi le fait qu'il y a des situations structurelles et des situations conjoncturelles et que donc les solutions ne sont pas exactement de même nature, notamment en matière de pilotage politique, parce que quand il y a une crise, il faut pouvoir répondre politiquement. Je veux dire, il faut un pilotage. Et là, pour l'instant, on ne l'a pas. Et une crise, ça peut être une pénurie d'un médicament majeur immédiatement. Donc ça fait quand même partie des sujets qu'on devrait pouvoir traiter politiquement avec une conduite à tenir et aussi un pilotage public sur un système de veille qui est suffisamment outillé et constitué dans les territoires pour que le va-et-vient entre le national et le local se fasse. Parce qu'en fait, le discours du ministre est un discours sur l'État national. Et donc, c'est ce qui vient d'être expliqué très, très précisément par Madame la rapporteure. Et donc, c'est vraiment un sujet. Et puis, dire quand même que nous annoncer une liste de 58 la veille de l'audition à la Direction générale aux entreprises par la fameuse direction en question avec, comment dire, des réponses lacunaires ou lunaires, je ne sais pas si on prend toutes les syllabes, sur la constitution de cette liste, c'est quand même un sujet, quoi. On s'en fiche qu'il y ait une liste de 58, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la bonne liste au bon moment, qu'il y ait de la transparence sur la constitution, sur quels critères on l'a fait, enfin voilà, et le process, quoi, qui intervient, enfin c'est ça surtout le sujet, quoi, que ce soit dans le rapport du Sénat ou que ce soit à la main de la direction générale aux entreprises, c'est pas vraiment le sujet. Au bout du compte de tout ça, il y a quand même des patients, et voilà, des gens qui sont concernés par le sujet en direct. Il y a des prescripteurs, il y a des dispensateurs, et puis il y a aussi ceux qui fabriquent. Et donc, voilà, c'est un sujet suffisamment important pour éviter des communications qui sont erratiques et pas toujours à la hauteur des attentes. Et la fameuse liste des 450 montre à quel point c'est quand même dommageable sur un sujet aussi essentiel que cette liste, qui est quand même la clé de la réaction en matière d'urgence, en matière de pénurie. C'est quand même dommageable que la communication se soit faite de cette façon, avec à la fois des doutes et entachant finalement quelque part la qualité et l'utilité de cette liste. Alors qu'on sait, y compris au niveau européen et dans plein de pays en dehors de l'Europe, que cette liste, elle est quand même très utile pour avoir une vision pragmatique et claire de la façon dont on remet à disposition le plus vite possible des médicaments qui sont en situation de pénurie. On a répondu à toutes les questions. Oui, allez-y. Juste sur la régulation du prix du médicament, ça doit se faire dans le prochain PLFSS, selon vous? En fait, il y a un certain nombre d'éléments qui devront être, qui relèvent du PLFSS. Il y en a d'autres qui ne relèvent pas du PLFSS. C'est pas une réponse normande, mais bon. Mais en fait, oui, c'est vrai que, par exemple, il y a des moyens alloués à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ça relève du PLFSS, mais il y a d'autres comment dirais-je, d'autres éléments qui ne vont pas relever du PLFSS. Oui, il y a beaucoup dans l'organisationnel, enfin dans le process, quand même décisionnel, dans la transparence, dans la constitution, par exemple, du CEPS et la sous-représentation de la dimension sanitaire dans les décisions, c'est quand même un élément important. C'est-à-dire que, voilà, oui, il peut y avoir une vraie discussion au moment du PLFSS, mais enfin, comment dire, ne cédons pas à l'habitude que nous avons classiquement, c'est-à-dire c'est de prendre des décisions avant d'avoir fait un diagnostic précis des besoins. Enfin, voilà, c'est pas exclu, loin de là, mais il faut quand même se poser la question. De toute façon, ce qui est mis en évidence, qu'on traite la question hospitalière, qu'on traite la question des dispositifs médicaux, qu'on traite la question de la médecine de ville, qu'on traite la question du médicament, on voit bien que les objectifs de l'ONDAM sont pas à la hauteur des besoins et qu'il y a un certain nombre de sujets à se poser et de questions
à se poser. Et cette histoire des vases communicants entre les différentes enveloppes pour rendre un ONDAM un PLFSS qui tienne la route par rapport aux objectifs de l'ONDAM, c'est quand même un sujet. C'est-à-dire que si on retire dans le médicament, eh bien, la conséquence, c'est que ce sont des médicaments qui sont déremboursés, moins bien remboursés ou pas remboursés du tout, ou alors qui ne sont plus distribués sur le marché. Donc tout ça est lié, et qu'on ne peut pas considérer que parce qu'on prend une partie de la somme pour mettre sur l'hôpital, d'abord, il faut être certain que ça serve à ce que ça fonctionne au niveau hospitalier. En tout cas, on ne peut pas s'en laver les mains des conséquences que ça a sur le plan de la prise en charge thérapeutique. Et puis, par exemple, la clause de sauvegarde, elle relève du PLFSS. Mais nous, on a une formule qui est assez... c'est revoir ou réviser, je ne me souviens plus comment on a tourné la recommandation au niveau de la clause de sauvegarde. C'est parce qu'on a vraiment, en tout cas, compris, et on souhaiterait que le gouvernement tire vraiment un bilan et remette les choses à plat. Parce que si vous touchez un élément de la clause de sauvegarde, c'est comme un jeu de cartes, ça s'effondre. Donc il faut vraiment bien mesurer tous les tenants et les aboutissants. Quand on demande de la transparence, par exemple, eh bien, c'est un président ou un secrétaire du CEPS, le responsable ? Le président du CEPS, lui, nous dit, mais attention, parce qu'en même temps, il y a le prix facial, mais il y a les remises qu'accordent les laboratoires. Et si on rend public les remises qu'accordent les laboratoires, eh bien, ça va poser effectivement problème, parce que ça va tout remettre en cause. Donc, il y a un certain... On peut pas comment faire ça d'un claquement de doigts. C'est pourquoi vraiment on insiste toutes les deux, et le rapport le porte, c'est de dire mais évaluons les politiques qui sont menées, mais allons jusqu'au bout. La clause de sauvegarde, au départ, elle n'était pas conçue de cette façon-là. Et ça n'était pas pour tous les médicaments matures n'étaient pas dans la clause de sauvegarde. Donc les choses ont évolué. Est-ce que maintenant ça correspond bien à la situation d'aujourd'hui ? Nous en doutons. Mais il ne faut pas prendre une mesure à la va-vite en disant on va faire ça. Non, mesurons bien tous les avantages et les inconvénients et comment est-ce qu'on peut faire en sorte malgré tout que compte tenu des profits exponentiels des grands laboratoires, ils ne passent pas au travers des mailles du filet et qui contribuent aux besoins des Françaises et des Français. Oui, juste une demande de précision sur le crédit impôt recherche. Vous dites que vous avez eu beaucoup de mal à avoir le chiffre de 710 millions d'euros. Quel est le chiffre pour Sanofi, qui donc doit être en tête de ce CIR? Et la pharmacie, c'est le second bénéficiaire de ce crédit. Et quel est le premier bénéficiaire? Quel est le secteur qui est numéro 1? Alors, c'est l'aéronautique, oui. Mais en fait, alors là, nous sommes tenus au secret. Je ne sais pas si c'est le secret des affaires, mais en tout cas, on ne peut pas divulguer. C'est-à-dire, on vous dit le chiffre de 710 millions d'euros, mais on ne peut pas aller plus loin dans les détails de combien. Voilà. C'est très, très encadré. C'est quoi? Ah oui, c'est pas le secret des affaires, c'est le secret fiscal. Mais si nous n'étions pas soumis à ce secret fiscal, on aurait partagé. C'est un autre sujet de transparence. Il n'y a plus de... C'est bon? Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, oui. Rosane Lepsin, est-ce que vous pouvez nous indiquer si Sanofi est le premier bénéficiaire du CIR parmi les entreprises pharmaceutiques ou parmi toutes les entreprises qui en bénéficient, s'il vous plaît? Les entreprises pharmaceutiques. C'est parmi les entreprises pharmaceutiques. Merci.